et je sature, mais je sais pas quoi mettre comme musique. Je sais jamais quoi mettre, c'est terrible. Je- Sur YouTube, ouais, libre de droit. Libre de droit. Il faut une musique. Sachant que le livre, il est un peu. Voilà quoi. Toto Motet, je sais pas si c'est libre de droit. Du Animal Crossing? Petit Taylor là? Petit Taylor Swift? Ça sent la. Le problème, c'est qu'il y a énormément de musique créée avec une IA qui sortent en ce moment. C'est compliqué de en retrouver où ça, c'est pas un problème. Il y a trop... Tout ce qui est sorti il y a 3 semaines et tout, j'ose plus. Je n'ose plus. Oh, il y a la bande-annonce de Frankenstein de Guillermo del Toro. Aucun rapport. C'est pas libre de droit. C'est pas libre de droit. Ok. Ok, ok. Je vous mets les musiques de Silksong. Je les baisse légèrement. Hop. Alors, aujourd'hui, nous allons terminer notre livre Le Passeur de Lois Lowry. Si vous n'avez pas du tout suivi avant, je vais faire un petit résumé. Parce qu'on sait jamais, hein, peut-être que vous voulez rester écouter. Sinon, tout sera sur YouTube. Voilà. Parce que j'ai oublié de faire les temps forts vu que je suis en caca comme d'habitude. Ben, j'avais pris le temps. Pardon. Excusez-moi. De transférer les vidéos sur YouTube, donc elles y sont. Qu'est-ce que Le Passeur de Lois Lowry? C'est une dystopie, à destination plutôt des jeunes adolescents, mais ça se lit à tout âge, où on suit Jonas qui vit dans une communauté où ni la guerre n'existe, ni la pauvreté, pas le chômage, pas le divorce, pas la faim, pas la soif, pas la mort, rien. Tout est bien. Tout est bien. Tout est bien cadré, tout est encadré par le conseil de sages qui décide quel métier on va faire, avec qui on va se marier, qui vont être nos enfants, etc. Chacun a son rôle, chacun a sa place. Et quand la personne est devenue trop vieille, petite cérémonie et elle est élargie. Voilà. Jonas, lors de la cérémonie des 12 ans, attend de savoir quel métier il va faire plus tard, vu que c'est à partir de 12 ans que le Conseil des sages décide de quel métier vous allez faire. Le problème, c'est que Jonas n'est pas appelé. Et Jonas apprend après qu'il a été choisi pour être le nouveau dépositaire, le dépositaire de la mémoire. Donc il comprend pas trop ce qui se passe. Il va quand même là pour la première fois à sa formation, où il rencontre l'ancien dépositaire, qui va devenir le passeur des souvenirs. Et au fur et à mesure, en fait, le passeur va transmettre à Jonas absolument toute la mémoire du monde, de l'humanité, avant en fait que les humains qui restent décident de se scinder en plusieurs communautés, collectifs, etc. Merci Benou pour le follow. Et donc il va faire connaissance avec la couleur, la musique, vu que tout ça il n'y avait pas accès, les émotions. Il va apprendre qu'est-ce que c'est l'amour, la famille, l'amitié. Il va aussi apprendre ce qu'est la mort, la guerre, avoir faim, être triste, la dépression, le burn-out, tout ça. Donc imaginez tout ça contenu dans une seule personne. Un peu dur à vivre, sachant qu'en plus il a totalement été embrigadé dès sa plus jeune enfance, donc il est confronté à ces nouveaux savoirs et à tout ce qu'il connaît, et le fait de savoir, commencer à savoir alors que les autres sont toujours dans leur truc, bref, ça crée un décalage, la solitude, terrible, terrible, tout ça. Il n'y a pas très longtemps, le père de Jonas lui a dit qu'il allait devoir élargir un nouveau-né. Quand des jumeaux, des triplés, quadruplés naissent et qu'ils sont parfaitement identiques, vu qu'il ne peut pas y avoir deux personnes identiques dans la communauté, l'un ou les plus maigres, en fait, sont élargis, ils vont vers l'ailleurs. Et nous, on s'était arrêté sur la cérémonie de l'ailleurs que le passeur avait proposé à Jonas de regarder. Et c'est là qu'on a compris que ailleurs n'existait pas et que l'élargissement était juste en fait un... En fait, il tuait les personnes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on considère que l'enfant n'est pas viable,
on le tue dès la naissance. À partir d'un certain âge, donc on sait pas trop, mais on pense que c'est vers 65-70 ans, on tue les personnes avant qu'elles ne tombent malades. On tue les personnes si jamais elles commettent une faute, mais qu'importe le type de faute. C'est comme ça qu'on comprend que quelqu'un qui, sans faire exprès, a survolé la communauté en avion alors qu'il était en formation, a été élargi, donc il a été tué pour cette faute. Donc ça vous laisse un peu imaginer l'ampleur du choc, l'ampleur de l'emprise de l'état totalitaire, en fait, enfin la communauté très totalitaire dans laquelle Jonas se trouve. Et donc, après avoir vu ce souvenir, Jonas se met à hurler du plus profond de ses entrailles dans le bureau du passeur, et nous, on l'avait laissé là. Voilà. Le film Le Soleil Vert, je connais pas du tout. Mais notez quelque part dans le Discord. Là, on termine le roman. Cette semaine, je ne restreamerai que demain, mardi. Et on commencera les carnets de l'apothicaire. Et ensuite, à la fin de semaine, vous me retrouverez sur la chaîne des tacos. Et on va lire tous les carnets de l'apothicaire. Au moins le tome 1, mais j'aimerais bien lire tous les carnets de l'apothicaire. Le roman à l'origine du manga. Voilà. Chapitre 20. Le passeur Lois Lowry. Non, je ne rentrerai pas chez moi. Vous ne pouvez pas me forcer. Jonas sanglotait et hurlait et martelait le lit avec ses poings. Assis-toi, Jonas, lui dit le passeur d'un ton ferme. Jonas lui obéit. Pleurant et tremblant, il s'assit sur le rebord du lit. Il ne voulait pas regarder le passeur. Tu peux rester ici ce soir, je veux te parler. Mais il faut te taire maintenant pendant que je préviens ta cellule familiale. Personne ne doit t'entendre pleurer. Jonas leva des yeux égarés. Personne n'a entendu ce nourrisson pleurer non plus, personne à part mon père. Il s'effondra de nouveau en sanglots. Le passeur attendit sans rien dire. Enfin, Jonas parvint à se calmer et il se recroquevilla sur le lit, les épaules secouées de spasmes. Le passeur se dirigea vers le haut-parleur et tourna le bouton. « Oui, dépositaire, que puis-je faire pour vous ?» Prévenez la cellule familiale du nouveau dépositaire qu'il restera avec moi ce soir pour quelques heures de formation supplémentaire. « Je m'en occupe, monsieur. Merci de vos instructions, » dit la voix. « Je m'en occupe, monsieur. Je m'en occupe, monsieur, » contrefit Jonas d'un ton cruel et sarcastique. « Je ferai ce que vous voudrez, monsieur. Je tuerai des gens, monsieur, des personnes âgées, des petits nourrissons. Je serai ravi de les tuer, monsieur. Merci de vos instructions, monsieur. Comment puis-je vous aider ?» Il ne pouvait pas s'arrêter. Le passeur l'attrapa fermement par les épaules. Jonas se tut et le regarda. « Écoute-moi, Jonas. Ils n'y peuvent rien. Ils ne connaissent rien. Vous me l'avez déjà dit une fois. Je te l'ai dit parce que c'est vrai. C'est leur façon de vivre. C'est la vie qu'on leur a fabriquée. C'est la vie que tu mènerais si tu n'avais pas été choisi pour être mon successeur. »« Mais il m'a menti !» reprit Jonas en pleurant. « C'est ce qu'on lui a appris, il ne connaît rien d'autre. Et vous alors, est-ce que vous me mentez, vous aussi ?» Jonas lui cracha presque la question au visage. « J'ai le pouvoir de mentir, mais je ne t'ai jamais menti. » Jonas le dévisagea. « Est-ce que c'est toujours comme ça, l'élargissement ? Pour les gens qui enfreignent 3 fois le règlement ? Et pour les anciens ? Est-ce qu'ils tuent aussi les anciens ? » Oui, c'est vrai. Et Fiona alors ? Elle adore les anciens ? Elle est en formation pour apprendre à s'occuper d'eux. Est-ce qu'elle le sait déjà ? Qu'est-ce qu'elle va faire quand elle va le découvrir ? Qu'est-ce qu'elle va ressentir ? Jonas s'essuya le visage du revers de la main. Fiona est déjà initiée aux subtilités de l'élargissement, lui dit le passeur. Elle est très efficace, ton amie aux cheveux rouges. Les émotions ne font pas partie de la vie qu'elle a apprise. Jonas entoura son torse de ses bras et se mit à se balancer d'avant en arrière. « Qu'est-ce que je vais faire ? Je ne peux pas rentrer, je ne peux pas. » Le passeur se leva. « Je vais commencer par commander notre repas du soir. Ensuite, nous allons manger. » Jonas se surprit à reprendre son ton mauvais et sarcastique. « Et après, on partagera nos sentiments de la journée ?» Le passeur laissa échapper un rire triste, vide, angoissé. « Jonas, toi et moi sommes les seuls à avoir des sentiments. On les partage depuis maintenant près d'1 an. »« Je suis désolé, passeur, » dit Jonas d'un air malheureux. « Je ne voulais pas être odieux, pas avec vous. » Le passeur frotta les épaules courbées de Jonas. « Et après avoir mangé, poursuivit-il, on va réfléchir à un plan. » Jonas leva les yeux perplexe. « Un plan de quoi ? Il n'y a rien ? Rien à faire ? Ça a toujours été comme ça. Avant moi, avant vous, avant ceux qui étaient avant vous, et ainsi de suite. » Il récita la phrase familière d'une voix traînante. « Jonas, » reprit le passeur après un moment. « C'est vrai que c'est comme ça depuis un temps qui nous paraît infini. Mais les souvenirs nous disent qu'il n'en a pas toujours été ainsi. Il fut un temps où les gens avaient des émotions. Toi et moi avons connu ça.
Donc nous le savons. Nous savons qu'il fut un temps où il ressentait des émotions comme la fierté, le chagrin, l'amour, ajouta Jonas en repensant à la scène familiale qui l'avait tellement affecté, et la douleur. Il repensait aux soldats. Ce qu'il y a de pire quand on détient les souvenirs, ce n'est pas la douleur, c'est la solitude dans laquelle on se trouve. Les souvenirs sont faits pour être partagés. J'ai commencé à les partager avec vous, dit Jonas pour essayer de le réconforter. C'est vrai. Et le fait de t'avoir ici avec moi depuis un an m'a fait prendre conscience qu'il fallait que les choses changent. Pendant des années, j'ai pensé qu'il fallait qu'elles changent, mais cela me semblait sans espoir. Maintenant, pour la première fois, je pense qu'il peut y avoir un moyen, dit lentement le passeur. Et tu me l'as rappelé il y a à peine. Il jeta un coup d'œil à la pendule. 2 heures. Jonas le regarda et l'écouta. Il était tard dans la nuit maintenant. Ils avaient parlé. Jonas était assis, habillé d'une robe appartenant au passeur, la longue robe que seuls les sages portaient. C'était faisable ce qu'ils avaient prévu, tout juste faisable. S'ils échouaient, ils avaient toutes les chances d'être tués. Mais quelle importance. S'il restait, sa vie ne valait plus la peine d'être vécue. Oui, dit-il au passeur, je le ferai. Je crois que je peux y arriver. J'essayerai en tout cas. Mais je veux que vous veniez avec moi. Le passeur secoua la tête. Jonas, dit-il, la communauté a dépendu pendant des générations, avant la tienne, avant la mienne, et ainsi de suite, d'un dépositaire qui détienne ses souvenirs à sa place. Je t'en ai livré beaucoup pendant l'année qui s'est écoulée, et je ne peux pas les reprendre. Il n'y a aucun moyen pour que je puisse les récupérer maintenant que je les ai transmis. Donc si tu t'enfuis, une fois que tu seras parti, et tu sais, Jonas, que tu ne pourras jamais revenir. Jonas acquiesça d'un air grave. C'était l'aspect terrifiant de la chose. Oui, dit-il, je sais, mais si vous venez avec moi... Le passeur secoua encore la tête et lui fit signe de se taire. Il poursuivit. Si tu t'enfuis, si tu t'échappes, si tu arrives ailleurs, cela veut dire que la communauté devra porter elle-même le fardeau des souvenirs que tu portais à sa place. Je pense qu'ils peuvent y arriver et qu'ils acquéreront de la sagesse. Mais ça va être épouvantablement difficile pour eux. Quand nous avons perdu Rosemary il y a 10 ans, et que ses souvenirs seront revenus aux gens, ils ont été pris de panique. Et il y en avait si peu comparé à ceux que tu détiens. Quand tes souvenirs reviendront, ils auront besoin d'aide. Tu te rappelles combien je t'ai aidé au début quand c'était quelque chose de nouveau pour toi? Jonas acquiesça. Ça faisait peur au début, et très mal. Tu as eu besoin de moi à ce moment-là. Eux aussi auront besoin de moi. Ça ne sert à rien, ils trouveront quelqu'un pour me remplacer et désigneront un nouveau dépositaire. Il n'y a personne qui soit prêt pour recevoir la formation, pas pour l'instant. Oh, bien sûr, ils vont accélérer la sélection, mais je ne connais aucun enfant qui ait les qualités requises. Il y a un individu féminin aux yeux pâles, mais ce n'est qu'une 6 ans. C'est exact, je vois de qui tu parles. Elle s'appelle Katharine, mais elle est trop jeune. Ils vont donc être obligés de supporter ses souvenirs. Je veux que vous veniez, passeur, supplia Jonas. Non, je dois rester, répliqua le passeur d'un ton ferme. Je veux rester, Jonas. Si je pars avec toi et qu'à nous deux, nous leur enlevons tout ce qui les protégeait contre les souvenirs, la communauté n'aura plus personne pour les aider. Ce sera le chaos. Ils iront à leur perte. Je ne peux pas partir. Passeur, suggéra Jonas. On n'a pas besoin de penser aux autres. Le passeur sourit d'un air interrogateur. Jonas baissa la tête. Bien sûr qu'il devrait penser aux autres. C'était le sens de toute leur entreprise. Et de toute façon, Jonas, reprit le passeur en soupirant, je n'y arriverai pas. Je suis très affaibli maintenant. Sais-tu que je ne vois plus les couleurs? Le cœur de Jonas se brisa. Il prit la main du passeur. « Tu as les couleurs, lui dit le passeur, et tu as le courage. Je t'aiderai à avoir la force. » Il y a un an, lui rappela Jonas, quand je suis devenu un 12 ans, à l'époque où j'ai commencé à voir ma première couleur, vous m'avez dit que le début avait été différent pour vous, mais que je ne comprendrais pas. Le visage du passeur s'éclaira. C'est vrai. Et sais-tu, Jonas, que maintenant, avec tout ton savoir, avec tous tes souvenirs, avec tout ce que tu as appris, tu ne comprendrais toujours pas? Parce que j'ai été un peu égoïste. Je ne t'en ai pas transmis du tout. Je voulais me la garder jusqu'à la fin. Garder quoi? Quand j'étais un petit garçon, plus jeune que toi, cela m'est venu. Mais ce n'était pas la capacité à voir au-delà pour moi. C'est différent. Pour moi, c'était la capacité à entendre au-delà. Jonas fronça le front d'effort pour comprendre ce que disait le passeur. « Qu'est-ce que vous entendiez » demanda-t-il. « De la musique » répondit le passeur en souriant.
j'ai commencé à entendre quelque chose de tout à fait remarquable et qui s'appelle de la musique. Je t'en transmettrai avant ton départ. » Jonas secoua énergiquement la tête. « Non, passeur, dit-il. Je veux que vous le gardiez. Je veux que vous l'ayez avec vous quand je serai parti. » Jonas rentra chez lui le lendemain matin, embrassa chaleureusement ses parents et mentit avec facilité au sujet de la nuit agréable et bien remplie qu'il venait de passer. Son père sourit et mentit avec facilité, lui aussi, au sujet de la journée agréable et bien remplie qu'il avait passée la veille. À l'école, tout en faisant ses devoirs, Jonas repassa le plan dans sa tête. C'était surprenant de simplicité. Jonas et le passeur l'avaient vu et revu jusqu'à tard dans la nuit. Pendant les 2 semaines suivantes, comme la date de la cérémonie de décembre approchait, le passeur transmettrait à Jonas tous les souvenirs de courage et de force qu'il pouvait. Jonas en aurait besoin pour trouver l'ailleurs dont ils savaient tous deux avec certitude qu'il existait. Ils savaient que le voyage serait très difficile. Puis, au milieu de la nuit précédant la cérémonie, Jonas quitterait son habitation en secret. C'était probablement la partie la plus dangereuse du projet car quitter son habitation la nuit, sans autorisation officielle, constituait une infraction à une règle principale. « Je partirai à minuit, » dit Jonas. À cette heure-là, les équipes de ramassage auront terminé d'enlever les restes des repas du soir, et l'équipe d'entretien de la voirie ne commence pas si tôt. Il n'y aura personne pour me voir, sauf si bien sûr quelqu'un est dehors pour une mission d'urgence. « Je ne sais pas ce que tu devras faire, si quelqu'un te voit, Jonas, » dit le passeur. Bien entendu, j'ai des souvenirs de toutes sortes d'évasions, des gens fuyant des choses terribles à travers l'histoire. Mais chaque situation est particulière, je n'ai pas le souvenir d'une situation comme celle-ci. Je ferai attention, dit Jonas. Personne ne me verra. En tant que dépositaire en cours de formation, tu jouis déjà d'un très grand respect. Je ne pense pas qu'on t'interrogerait avec trop d'insistance. Je dirais juste que je faisais une commission importante pour le dépositaire. Je dirais que c'était de votre faute si j'étais dehors après le couvre-feu, plaisanta Jonas. Ils rirent un peu nerveusement. Mais Jonas était sûr de pouvoir se faufiler hors de chez lui sans être vu, des habits à la main. En silence, il conduirait son vélo jusqu'à la rivière et le cacherait dans des buissons, ainsi que ses habits bien pliés. Puis il se dirigerait à pied dans le noir jusqu'à l'annexe. « Il n'y a pas de gardien de nuit, » expliqua le passeur. « Je laisserai la porte ouverte. Tu n'auras qu'à te glisser dans la pièce, je t'attendrai. » À leur réveil, ses parents découvriraient qu'il était parti. Ils trouveraient aussi un petit mot joyeux de Jonas sur son lit qui dirait qu'il était allé faire une promenade de bon matin le long de la rivière et qu'il serait de retour pour la cérémonie. Ses parents seraient irrités mais ne s'alarmeraient pas. Ils penseraient que c'était inconsidéré de sa part et prévoiraient de le gronder plus tard. Ils l'attendraient de plus en colère jusqu'au moment où il serait forcé de partir sans lui à la cérémonie en emmenant Lily. Mais ils ne diront rien à personne, dit Jonas sûr de lui. Ils n'attireront pas l'attention sur mon incorrection, car cela rejaillirait sur eux en tant que parents. Et de toute façon, tout le monde est tellement absorbé par la cérémonie qu'on ne s'apercevra probablement pas de mon absence. Maintenant que je suis à 12 ans et que je suis en formation, je n'ai plus qu'à rester avec mon groupe d'âge. Asher croira donc que je suis avec mes parents ou avec vous. Et tes parents penseront que tu es avec Asher ou avec moi. Jonas haussa les épaules. Cela leur prendra un moment pour se rendre compte que je ne suis pas là du tout. Et à ce moment-là, nous serons déjà loin. Tôt ce matin-là, le passeur commanderait un véhicule et un chauffeur par le haut-parleur. Il rendait souvent visite aux autres communautés pour rencontrer leurs sages. Ses responsabilités s'étendaient à toutes les régions avoisinantes. Cela n'aurait donc rien d'extraordinaire. Généralement, le passeur n'assistait pas à la cérémonie de décembre. L'année précédente, il était venu à cause de la sélection de Jonas dans laquelle il était personnellement impliqué. Mais d'ordinaire, sa vie était parfaitement distincte de celle de la communauté. Personne ne ferait de remarques sur son absence ou sur le fait qu'il ait choisi ce jour-là pour s'absenter. Quand le chauffeur et le véhicule arriveraient, le passeur enverrait le chauffeur faire une petite course. Pendant son absence, le passeur aiderait Jonas à se cacher dans le coffre. Il prendrait avec lui un colis de nourriture que le passeur préparerait avec le reste de ses repas des 2 semaines à venir. La cérémonie commencerait avec l'ensemble de la communauté, et à cette heure-là, Jonas et le passeur seraient déjà loin. Vers midi, l'absence de Jonas deviendrait visible et donnerait lieu à de sérieuses inquiétudes. On n'interromprait pas la cérémonie, une telle interruption serait impensable, mais on enverrait des patrouilles dans toute la communauté. Au moment où on retrouverait son vélo et ses habits, le passeur serait de retour.
Jonas lui aurait entamé seul son voyage vers l'ailleurs. Le pasteur retrouverait la communauté dans un état de confusion et de panique, confronté à une situation qu'il n'avait jamais connue et n'ayant pas de souvenirs où puiser réconfort et sagesse, il ne saurait que faire et lui demanderait conseil. Il se rendrait à l'auditorium où la foule se trouverait toujours. Il avancerait à grands pas vers l'estrade et réclamerait leur attention. Il annoncerait de façon solennelle que Jonas avait disparu dans la rivière. Ils entameraient aussitôt la cérémonie de la perte. Jonas, Jonas, dirait-il à voix haute, comme il l'avait fait autrefois avec le nom de Caleb. Le passeur conduirait la psalmodie. Ensemble, prononçant son nom à l'unisson de plus en plus lentement, de plus en plus doucement, ils laisseraient s'évanouir la présence de Jonas, jusqu'à ce qu'ils eût disparu, jusqu'à ce qu'il ne fût plus qu'un murmure intermittent. À la fin de cette longue journée, il aurait disparu pour toujours et ne serait plus jamais évoqué. Ils concentreraient leur attention sur la tâche écrasante de porter eux-mêmes le poids des souvenirs. Le passeur les y aiderait. « Oui, je comprends bien qu'ils auront besoin de vous, » dit Jonas, quand ils eurent fini de discuter et de mettre au point leur plan. « Mais moi aussi j'aurai besoin de vous. Je vous en prie, venez avec moi. » Il connaissait déjà la réponse au moment même où il faisait cette dernière tentative. « Ma tâche sera accomplie, » avait répondu le passeur avec douceur, « quand j'aurai aidé la communauté à changer et à retrouver une intégrité. Je te suis reconnaissant, Jonas, car sans toi je n'aurais jamais pu penser à un moyen de faire changer les choses. Mais ton rôle maintenant est de fuir, et mon rôle est de rester. » « Mais vous n'avez pas envie de venir avec moi, passeur ?» demanda Jonas avec tristesse. Le passeur le serra dans ses bras. « Je t'aime, Jonas, dit-il, mais j'ai autre chose à faire. Quand j'aurai terminé ma tâche ici, je veux être avec ma fille. » Jonas fixait le sol d'un œil morne. La réponse du passeur lui fit redresser la tête, stupéfait. « Je ne savais pas que vous aviez une fille, passeur. Vous m'avez dit que vous aviez eu une épouse, mais je n'avais jamais su que vous aviez une fille. » Le passeur sourit et hocha la tête. Pour la première fois depuis tous ces mois qu'ils avaient passés ensemble, Jonas lui vit un air véritablement heureux. « Elle s'appelait Rosemary, » dit le passeur. Chapitre 21. Ça allait marcher. Ils allaient y arriver, se répéta Jonas pendant toute la journée. Mais ce soir-là, tout changea. Tout ce qu'ils avaient prévu avec tant de minutie tomba à l'eau. Ce soir-là, Jonas fut obligé de s'enfuir. Il quitta son habitation peu après que la nuit fut tombée et que la communauté se fut endormie. C'était horriblement dangereux parce qu'il y avait encore des équipes de travail dans les parages, mais il avançait furtivement, en silence, dans l'ombre. Il dépassa les habitations, plongées dans l'obscurité, et la place centrale déserte en direction de la rivière. Au-delà de la place, il aperçut la maison des anciens et son annexe, qui se découpaient sur le ciel nocturne. Mais il ne pouvait pas s'arrêter. Il n'avait pas le temps. Chaque minute comptait désormais, et chaque minute devait l'éloigner de la communauté. Maintenant, il était sur le pont, courbé sur son vélo, et pédalait sans s'arrêter. Il voyait l'eau noire bouillonner en contrebas. À son étonnement, il ne ressentait ni peur ni regret de quitter ainsi la communauté, mais il se sentait très triste d'abandonner son meilleur ami. Il savait qu'il ne devait pas faire le moindre bruit dans la situation dangereuse dans laquelle il se trouvait. Mais avec son cœur et avec son âme, il lui lança un appel en espérant que le passeur, grâce à sa capacité à entendre au-delà, saurait que Jonas lui avait dit au revoir. C'était arrivé pendant le repas du soir. La cellule familiale était réunie pour manger, comme d'habitude. Lily jacassait, papa et maman faisaient leurs remarques habituelles. Et leurs mensonges, Jonas le savait maintenant. Au sujet de la journée écoulée. À côté, Gabriel jouait gaiement sur le sol en gazouillant et jetait de temps à autre un regard de jubilation vers Jonas, apparemment ravi de le retrouver après son absence inattendue de la nuit précédente. Papa jeta un coup d'œil au bambin. « Profites-en, petit bonhomme, dit-il. C'est la dernière nuit que tu passes ici. »« Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda Jonas. Papa émit un soupir de déception. « Eh bien, tu sais qu'il n'était pas là ce matin quand tu es rentré parce qu'on lui a fait passer la nuit au centre nourricier. Cela nous semblait une bonne occasion d'essayer puisque tu n'étais pas là. Il dormait tellement bien. »« Comment ça ne s'est pas bien passé ?» demanda maman d'un ton compatissant. Papa rit d'un air piteux. «
De rien de le dire. En fait, c'était une catastrophe. Apparemment, il a pleuré toute la nuit. L'équipe de nuit n'a pas pu s'en sortir. Ils étaient vraiment épuisés quand je suis arrivée au travail. Gabi, tu es un vilain gloussa Lily d'un air de réprimande à l'intention du petit garçon, assis par terre qui souriait de toutes ses dents. Et donc, reprit papa, c'était clair que c'était la décision à prendre. Même moi, j'ai voté en faveur de l'élargissement de Gabriel lors de la réunion de cet après-midi. Jonas reposa sa fourchette et dévisagea son père. L'élargissement demanda-t-il. Papa acquiesça. On a fait tout ce qu'on pouvait, non? Oh, ça c'est vrai, répondit maman d'un ton catégorique. Lily approuva de la tête, elle aussi. Jonas s'efforça de garder une voix parfaitement calme. Quand demanda-t-il. Quand est-ce qu'on va l'élargir? Demain matin, dès la première heure. Nous devons commencer les préparatifs pour la cérémonie du nom et nous avons pensé qu'il valait mieux s'occuper de ça tout de suite. On va faire au revoir demain matin, Gabi, avait dit papa de sa voix douce et chantante. Jonas parvint de l'autre côté de la rivière, s'arrêta un instant et se retourna. La communauté où il avait passé l'intégralité de sa vie était maintenant derrière lui, endormie. À l'aube, la vie ordonnée et disciplinée qu'il avait toujours connue continuerait sans lui. La vie où il ne se passait jamais rien d'inattendu, ni d'important, ni d'inhabituel. La vie sans couleur, sans douleur, sans passé. Il se remit à appuyer vigoureusement sur les pédales et continua à avancer. Ce n'était pas prudent de perdre du temps à regarder en arrière. Il pensa aux lois qu'il avait déjà enfreintes. C'était assez pour être condamné s'il se faisait prendre maintenant. Premièrement, il avait quitté son habitation de nuit, une violation primordiale. Deuxièmement, il avait volé de la nourriture à la communauté. Un acte très grave, même s'il n'avait pris que des restes déposés sur les pas des portes afin d'être ramassés. Troisièmement, il avait pris la bicyclette de son père. Il avait hésité un instant debout dans le noir devant les vélos garés, car il ne voulait rien garder de son père, et ne savait pas non plus s'il serait à l'aise sur ce grand modèle, alors qu'il était tellement habitué au sien. Mais c'était nécessaire car il y avait le siège d'enfant à l'arrière, et il avait également pris Gabriel. Il sentait la petite tête qui rebondissait doucement dans son dos en cadence. Gabriel dormait profondément attaché dans son siège. Avant de quitter l'habitation, Jonas avait appliqué fermement ses mains sur le dos de Gabriel et lui avait transmis le souvenir le plus apaisant qu'il put. Un hamac qui se balançait doucement sous des palmiers, quelque part sur une île, le soir, au rythme des vagues qui venaient clapoter de manière obsédante sur la plage. Au fur et à mesure que le souvenir filtrait de lui vers l'enfant, il avait senti le sommeil de Gabriel s'apaiser et devenir plus profond. L'enfant n'avait pas remué un cil quand Jonas l'avait retiré de son berceau pour l'installer délicatement dans le siège façonné. Il savait qu'il lui restait les heures de la nuit avant qu'on ne s'aperçût de sa fuite. Il pédalait dur, avec constance, en s'adjurant intérieurement de ne pas faiblir au fur et à mesure que passaient les minutes et les kilomètres. Il n'avait pas eu le temps de recevoir les souvenirs sur lesquels lui et le passeur avaient compté, les souvenirs de force et de courage. Il comptait donc sur ce qu'il avait, en espérant que ce fût assez. Il contourna les communautés voisines aux habitations plongées dans l'obscurité. Progressivement, la distance d'une communauté à l'autre augmentait et les portions de route désertes s'allongeaient. Au début, ses jambes lui firent mal, puis avec le temps qui passait, il ne les sentit plus. À l'aube, Gabriel commença à remuer. Il se trouvait dans un endroit isolé. Les champs de part et d'autre de la route étaient parsemés çà et là de buissons. Il repéra un ruisseau et s'y rendit en traversant une prairie pleine de bosses et d'ornières. Gabriel, qui était maintenant complètement réveillé, riait quand les secousses le faisaient sauter dans son siège. Jonas le détacha et le fit descendre, et le regarda partir à la découverte de l'herbe et des brindilles avec ravissement. Il cacha prudemment la bicyclette sous un gros buisson. « C'est le repas du matin, Gabi !» Il débella quelques aliments qu'ils mangèrent tous les deux. Puis il remplit d'eau du ruisseau le gobelet qu'il avait emporté et donna à boire à Gabriel. Il but lui-même avec avidité et s'assit près du ruisseau pour regarder l'enfant jouer. Il était épuisé. Il savait qu'il devait dormir pour reposer ses muscles et être prêt à reprendre la bicyclette. Ce ne serait pas prudent de voyager 2 jours. Ils allaient bientôt partir à sa recherche. Il trouva un endroit bien caché sous les arbres et y emmena l'enfant et s'allongea, Gabriel dans les bras. Gabriel se débattait comme s'il s'agissait d'une bagarre comme celle auquel il jouait à la maison avec des chatouilles et des rires. « Désolé, Gabi, » lui dit Jonas. « Je sais que c'est le matin et que tu viens de te réveiller, mais il faut dormir maintenant. » Il blottit le petit corps contre lui et caressa son dos. Il lui murmura des choses apaisantes. Puis il appuya fermement ses mains et lui transmit un souvenir de bonne fatigue profonde. Au bout d'un moment, la tête de Gabriel se mit à dodeliner et tomba sur la poitrine de Jonas.
Les fugitifs passèrent leur première journée de danger à dormir. Le pire, c'était les avions. Plusieurs jours s'étaient écoulés maintenant. Jonas ne savait plus combien. Le voyage était devenu automatique. Dormir le jour, caché sous des buissons ou des arbres, trouver de l'eau, partager avec précaution les miettes de nourriture, améliorer ce qu'il pouvait trouver dans les champs et pédaler sur des kilomètres et des kilomètres pendant la nuit. Ses jambes étaient devenues dures et elles lui faisaient mal quand il s'allongeait pour dormir, mais elles étaient musclées, et il s'arrêtait moins maintenant pour se reposer. Parfois, il faisait une pause et descendait Gabriel de son siège pour qu'il prenne un peu d'exercice et court sur la route ou à travers champs dans l'obscurité. Mais chaque fois qu'il revenait, rattachait l'enfant docile dans son siège et remontait en selle. Ses jambes étaient prêtes. Il avait donc assez de ses propres forces et n'avait pas eu besoin de ce que le passeur aurait pu lui transmettre s'il en avait eu le temps. Mais quand les avions passaient, il aurait aimé que le passeur ait pu lui transmettre le courage. Il savait que c'était des avions de recherche. Ils volaient si bas que les bruits de leurs moteurs le réveillaient et parfois, quand il levait la tête et jetait un coup d'œil inquiet depuis sa cachette, il pouvait distinguer le visage des patrouilleurs. Il savait qu'ils ne voyaient pas les couleurs et que leur peau, comme les boucles blondes de Gabriel, n'étaient pour eux que des traînées de gris sur un feuillage terne. Mais il se rappelait de ces cours de sciences et technologies que les avions de recherche étaient équipés d'appareils sensibles à la chaleur, qui pouvaient identifier la température animale et qui repéreraient deux humains pelotonnés sous un arbuste. Aussi, saisissait-il Gabriel aussitôt qu'il entendait le son des avions, et lui transmettait-il des souvenirs de neige en gardant quelques-uns pour lui. Ils se refroidissaient tous les deux, et quand les avions étaient partis, ils grelottaient dans les bras l'un de l'autre jusqu'à ce que le sommeil revînt. Parfois alors qu'il transmettait à la hâte un de ses souvenirs à Gabriel, Jonas avait le sentiment qu'il était moins net, un peu moins fort qu'avant. C'était ce qu'il avait espéré, et ce qu'il avait prévu avec le passeur. Au fur et à mesure qu'il s'éloignerait de la communauté, il se débarrasserait des souvenirs et les laisserait derrière lui. Mais maintenant qu'il en avait besoin, quand les avions passaient, il se cramponnait de toutes ses forces aux souvenirs de froid qui lui restaient et s'en servait pour leur survie. En général, les avions passaient dans la journée quand ils étaient cachés, mais la nuit aussi sur la route. Il restait sur ses gardes, l'oreille toujours à l'affût du moindre bruit de moteur. Même Gabriel était à l'affût et il criait parfois « Avion, avion !» avant que Jonas n'eût entendu le bruit terrifiant. Quand des patrouilles aériennes passaient de nuit, comme cela leur arrivait parfois alors qu'ils étaient sur la route, Jonas accélérait pour atteindre l'arbre ou le buisson le plus proche, se collait au sol et refroidissait son corps ainsi que celui de Gabriel. Mais parfois ils y échappaient vraiment de justesse. Tandis qu'il passait ses nuits à pédaler à travers des paysages maintenant déserts, les communautés loin derrière lui, sans le moindre signe d'habitation humaine à l'horizon, il restait toujours vigilant, à l'affût de l'abri le plus proche, au cas où le son des moteurs se ferait entendre. Mais les avions diminuèrent de fréquence. Ils passaient moins souvent et volaient, quand ils passaient, moins lentement, comme s'ils cherchaient désormais au hasard et sans grand espoir. Enfin, de tout un jour et de toute une nuit, ils ne passèrent plus du tout. Le paysage se mit à changer. C'était un chapitre 22. Chapitre 22. Le paysage se mit à changer. C'était un changement subtil, difficile à déceler tout d'abord. La route plus étroite, bosselée, n'était visiblement plus entretenue. Il était devenu difficile de se tenir en équilibre sur le vélo car la roue avait dérapé à cause des pierres et des ornières. La roue avant dérapait, pardon. C'est pas qu'elle avait dérapé. Une nuit, Jonas tomba car le vélo était venu buter brusquement contre une grosse pierre. Instinctivement, il fit un geste pour retenir Gabriel, et l'enfant, bien attaché dans son siège, ne fut pas blessé, mais seulement effrayé quand le vélo tomba sur le côté. Mais Jonas s'était tordu la cheville, écorché le genou, et le sang coulait à travers son pantalon déchiré. Il se remit debout avec difficulté, redressa le vélo et rassura Gabriel. Il se mit à rouler en plein jour, non sans hésitation. Il avait oublié la peur des chercheurs qui semblaient s'être évanouis dans le passé. Mais il découvrait de nouvelles peurs. Le paysage étranger recelait de périls inconnus. Les arbres s'épaissirent, et les forêts sur le bord de la route étaient sombres, pleines de mystères. Il rencontrait davantage de ruisseaux maintenant et s'arrêtait souvent pour boire. Jonas nettoyait avec précaution ses genoux blessés, en grimaçant de douleur quand il touchait la chair à vif. La douleur incessante de sa cheville enflée s'adoucissait un peu
quand il pouvait la tremper dans l'eau froide qui affluait dans les rigoles du bas-côté. Il avait récemment pris conscience que la sécurité de Gabriel dépendait entièrement du maintien de ses propres forces. Ils virent leur première cascade et découvrirent la faune et la flore sauvages. « Avion, avion !» cria Gabriel et Jonas obliqua brusquement vers les arbres, bien qu'il n'eût pas vu d'avion depuis des jours et qu'il n'entendit pas de bruit de moteur. Quand il arrêta le vélo parmi des buissons et se retourna pour attraper Gabriel, il vit le petit bras potelé pointer vers le ciel. Terrifié, il leva les yeux, mais ce n'était pas un avion. Bien qu'il n'en eût jamais vu auparavant, il le reconnut d'après ses souvenirs évanescents car le passeur lui en avait souvent transmis. C'était un oiseau. Bientôt, ils croisèrent beaucoup d'oiseaux qui prenaient leur essor au-dessus de leur tête en chantant. Ils virent des biches, et une fois ils rencontrèrent sur le bord de la route, qui les regardait sans crainte d'un air curieux, une petite bête rousse à la queue touffue, dont Jonas ne connaissait pas le nom. Il ralentit son allure, et ils se dévisagèrent jusqu'à ce que l'animal tournât le dos et disparut dans les bois. Tout cela était nouveau pour lui. Après avoir passé toute sa vie dans l'identique et le prévisible, il était éberlué par les surprises qui l'attendaient à chaque tournant de la route. Il ralentissait sans cesse pour contempler avec émerveillement les fleurs sauvages, pour écouter le roucoulement guttural d'un nouvel oiseau, ou simplement pour regarder les feuilles des arbres soulevées par le vent. Durant ses 12 années de vie dans la communauté, il n'avait jamais éprouvé de tels moments de bonheur parfait. Mais il sentit aussi des peurs terribles surgir en lui. La plus impitoyable, c'était la peur de mourir de faim. Depuis qu'ils avaient quitté les champs cultivés, il était devenu presque impossible de trouver de quoi se nourrir. Ils terminèrent les maigres provisions de pommes de terre et de carottes qu'ils avaient récupérées dans la dernière zone agricole. Maintenant, ils avaient toujours faim. Jonas s'agenouilla près d'un ruisseau et essaya d'attraper un poisson à la main sans y parvenir. Il jeta des pierres dans l'eau d'énervement tout en sachant au moment même où il le faisait que cela ne servait à rien. Finalement, en désespoir de cause, il fabriqua un filet de fortune en passant les fils du lange de Gabriel autour d'un bâton recourbé. Après d'innombrables tentatives, le filet leur rapporta 2 poissons argentés qui remuaient faiblement. Procédant avec cette méthode, Jonas les tailla en pièces à l'aide d'une pierre pointue et partagea les lambeaux crus avec Gabriel. Ils mangèrent quelques baies et essayèrent en vain d'attraper un oiseau. La nuit, alors que Gabriel dormait près de lui, Jonas, éveillé et torturé par la faim, se remémorait la vie dans la communauté où les repas étaient livrés chaque jour dans chaque habitation. Il tentait d'utiliser sa mémoire faiblissante et parvenait à évoquer des fragments brefs de repas qui le mettaient au supplice. Des banquets avec d'énormes pièces de viande rôtie, des anniversaires avec des gâteaux recouverts de gros glaçages, et des fruits bien mûrs, gorgés de soleil et dégoulinant de jus cueillis sur des arbres. Quand les bribes de souvenirs s'évanouissaient, il retrouvait la douloureuse sensation de vide qui lui tenaillait le ventre. Jonas se rappelait soudain avec amertume le jour où, dans son enfance, on l'avait grondé parce qu'il avait employé une expression impropre. L'expression était « mourir de faim ». « Tu n'es jamais mort de faim », lui avait-on dit. « Tu ne mourras jamais de faim ». Maintenant, il était sur le point de mourir de faim. S'il était resté dans la communauté, ça n'aurait pas été le cas. C'était aussi simple que ça. Autrefois, il avait souhaité pouvoir faire des choix. Et puis quand il avait eu à faire un choix, il avait fait le mauvais, le choix de partir. Et maintenant, il mourait de faim. Mais s'il était resté, ses pensées s'enchaînaient. S'il était resté, il aurait été privé d'autre chose. Il aurait vécu une vie dépourvue d'émotions, de couleurs, d'amour. Et Gabriel n'aurait pas vécu du tout. Il n'avait donc jamais eu vraiment de choix. Avancer à vélo devint une véritable épreuve car Jonas perdait des forces à cause du manque de nourriture et parce qu'il découvrait en même temps quelque chose qu'il avait souhaité voir depuis longtemps. Des montagnes. Sa cheville foulée le lançait tandis qu'il forçait sur la pédale dans un effort qui était presque insoutenable. Et le temps se mit à changer lui aussi. Il plut pendant 2 jours. Jonas n'avait jamais vu de pluie, bien qu'il en eût souvent rencontré dans les souvenirs. Il aimait les pluies des souvenirs, il aimait la nouveauté de cette sensation. Mais cette pluie-ci était différente. Ils avaient froid, ils étaient mouillés, et ils ne parvenaient pas à se sécher même quand le soleil réapparaissait après coup, ce qui était rarement le cas. Gabriel n'avait pas pleuré depuis le début de ce long voyage effrayant. Mais il pleurait maintenant. Il pleurait parce qu'il avait faim et froid et qu'il était horriblement faible. Jonas pleurait lui aussi pour les mêmes raisons et pour une autre encore. Il pleurait parce qu'il craignait désormais de ne pas parvenir à sauver Gabriel. Il ne pensait plus à lui-même. Chapitre 23 et dernier chapitre.
Jonas était de plus en plus certain que sa destination se trouvait là, très proche désormais dans la nuit qui tombait. Aucun de ses sens ne le confirmait. Il ne voyait rien hormis le ruban étroit de la route qui déroulait sans fin ses incurvations sinueuses. Il n'entendait rien. Et pourtant il le sentait. Il sentait que l'ailleurs n'était pas loin. Mais il lui restait peu d'espoir d'y parvenir. Ses espoirs s'amoindrirent encore quand l'air vif et froid commença à se troubler et à se remplir d'une blancheur tourbillonnante. Gabriel, enveloppé dans son linge largement insuffisant, était recroquevillé et tremblait en silence dans son petit siège. Jonas descendit péniblement de bicyclette, souleva l'enfant et s'aperçut avec un pincement de cœur combien il était froid et faible. Debout dans la substance glacée qui s'amoncelait autour de ses pieds gourds, Jonas ouvrit sa tunique, plaça Gabriel contre sa poitrine nue et enroula le linge sale et déchiré autour d'eux. Gabriel remua faiblement contre lui et ses gênements vinrent un instant peupler le silence qui les entourait. De loin, comme venu d'un souvenir quasiment oublié, aussi trouble que la substance elle-même, le nom de cette blancheur lui revint. « Ça s'appelle de la neige, Gabi, » murmura Jonas. « Des flocons de neige. Ça tombe du ciel, c'est très joli. » Il n'y eut pas de réponse de la part de l'enfant, qui était autrefois si alerte et curieux. Jonas contempla dans la lumière du crépuscule la petite tête posée sur sa poitrine. Les cheveux bouclés de Gabriel étaient emmêlés, très sales, et on voyait des traces de larmes dans la crasse qui recouvrait ses joues pâles. Il avait les yeux fermés. Tandis que Jonas le regardait, un flocon de neige vint se poser et fut retenu le temps d'un éclair entre les petits cils qui remuaient à peine. Il remonta avec lassitude sur son vélo. Une pente raide l'attendait. Dans les meilleures conditions, cette pente aurait été difficile à monter et il aurait demandé beaucoup de résistance. Mais la neige qui s'accumulait rapidement obscurcissait la route étroite et rendait la montée impossible. Sa roue avant bougea imperceptiblement quand il s'appuya sur les pédales de ses jambes épuisées et engourdies par le froid. La bicyclette s'arrêta. Elle ne voulait plus avancer. Il descendit et la laissa tomber dans la neige. Pendant un instant, il songea combien il serait facile de se laisser tomber à côté avec Gabriel, de se laisser glisser dans la douceur de la neige, dans l'obscurité de la nuit, dans la chaleur réconfortante du sommeil. Mais il était arrivé jusqu'ici. Il devait essayer de continuer. Les souvenirs avaient disparu maintenant, échappant à sa protection pour revenir aux gens de sa communauté. Ne lui restait-il plus rien ? Pouvait-il récupérer un dernier petit morceau de chaleur ? Avait-il encore la force de transmettre ? Gabriel pouvait-il encore recevoir ? Il appuya ses mains sur le dos de Gabriel et s'efforça de se rappeler la chaleur du soleil. Pendant un moment, il sembla que rien ne lui venait, que son pouvoir avait complètement disparu. Puis, quelque chose remua en lui, et il ressentit des petits picotements de chaleur dans ses pieds et dans ses jambes gelées. Il sentit son visage se réchauffer, la peau froide et contractée de ses mains et de ses bras commencer à se détendre. L'espace d'une seconde, il eut le sentiment qu'il voulait tout garder pour lui, qu'il voulait baigner dans la chaleur du soleil sans plus penser à rien ni à personne. Mais ce moment passa et fut suivi d'un sentiment d'urgence, un besoin, une nécessité impérieuse de partager la chaleur avec la seule personne qui lui restait. Dans un effort douloureux, il fit passer le souvenir de chaleur dans le petit corps tremblant qu'il tenait entre les bras. Gabriel remua. Pendant un moment, enlacés au milieu de la neige aveuglante, ils baignèrent tous les deux dans la chaleur qui leur redonnèrent des forces. Jonas commença à escalader la pente. Le souvenir fut d'une brièveté insoutenable. Il n'avait pas fait plus de quelques mètres que dans la nuit qu'il disparut et qu'ils recommencèrent à sentir le froid. Mais son esprit était alerte maintenant. De se réchauffer, même si peu l'avait tiré de sa léthargie et de sa résignation, et avait réveillé en lui une volonté de survivre. Il se mit à marcher plus vite. Il ne sentait plus ses pieds, mais la pente était vraiment raide, et il était ralenti par la neige et par son manque de force. Il n'avait guère avancé quand il trébucha et tomba en avant. À genoux, incapable de se relever, Jonas fit une deuxième tentative. Il retrouva une vague de traces d'un autre souvenir de chaleur et chercha désespérément à le retenir, à l'amplifier et à le passer à Gabriel. La chaleur passagère le réconforta et lui redonna un peu de force, et il se remit sur ses pieds. De nouveau, Gabriel remua contre sa poitrine tandis qu'il recommençait à grimper. Mais le souvenir s'évanouit, le laissant plus transi qu'auparavant. Si seulement il avait eu le temps de recevoir plus de souvenirs de chaleur de la part du passeur avant de s'enfuir. Peut-être en lui en restait-il davantage maintenant, mais avec des si. Cela ne servait à rien.
Il devait se contenter exclusivement d'avancer les pieds, de se réchauffer, lui et Gabriel, et de continuer à progresser. Il grimpa, s'arrêta et se réchauffa avec Gabriel, grâce à un tout petit bout de souvenir qui semblait vraiment être tout ce qui lui restait. Le sommet de la montagne semblait être très loin, et il ne savait pas ce qu'il trouverait derrière. Mais il n'y avait rien d'autre à faire que d'avancer. Il continua à se traîner. Comme il s'approchait enfin du sommet, il se produisit quelque chose. Ce n'était pas qu'il eût plus chaud. Il avait encore plus froid et était encore davantage engourdi. Ce n'était pas qu'il fût moins épuisé. Au contraire, ses pas semblaient plombés. Il pouvait à peine remuer ses jambes gelées et exténuées. Mais il se sentit soudain joyeux. Il se rappela des jours heureux. Il pensa à ses parents et à sa sœur. Il pensa à ses amis, à Cher et Fiona. Il pensa aux passeurs. Des souvenirs de bonheur le submergèrent brusquement. Il atteignit la crête de la montagne et sentit sous ses pieds couverts de neige le sol qui s'aplanissait. Il n'aurait plus à grimper. « On y est presque, Gabriel, » murmura-t-il. Il en était tout à fait sûr sans savoir pourquoi. « Je reconnais cet endroit, Gabi. » Et c'était vrai. Mais ce n'était plus un vague souvenir, il devait essayer péniblement de retrouver. C'était différent. C'était quelque chose qu'il pouvait retenir. C'était un souvenir à lui. Il serra Gabriel contre lui et se mit à le frotter vigoureusement pour le réchauffer et le conserver en vie. Le vent était glacial, la neige tourbillonnait et l'empêchait de voir. Mais il savait que quelque part devant eux, dans la tempête aveuglante, il y avait de la chaleur et de la lumière. Mobilisant ses dernières forces et un savoir obscur qu'il portait en lui, Jonas trouva la luge qui les attendait au sommet de la montagne. Ses mains engourdies saisirent la corde à tâtons. Il s'installa sur la luge et serra Gabriel contre lui. La pente était raide, mais la neige était douce et poudreuse, et il savait que cette fois, il n'y aurait ni verglas, ni chute, ni souffrance. Dans son corps transi, son cœur se gonfla d'espoir. Ils commencèrent à dévaler la pente. Jonas sentit qu'il était sur le point de perdre conscience. Agrippant Gabriel pour le protéger, il fit un suprême effort de tout son être pour se maintenir sur la luge. Les patins fendaient la neige et le vent le fouettait au visage tandis qu'ils accéléraient en ligne droite, et l'entaille qu'ils dessinaient dans la neige semblait les conduire à la destination finale, à l'endroit dont ils avaient toujours su qu'ils l'attendaient, à l'ailleurs qui détenait leur avenir et leur passé. Il s'obligea à garder les yeux ouverts comme il dévalait la pente en glissant encore et toujours. Et soudain il vit les lumières et il les reconnut. Il savait qu'elles brillaient à travers les fenêtres des maisons, que c'étaient les lumières rouges, bleues et jaunes qui scintillent sur les arbres dans les lieux où les familles créent et conservent des souvenirs et où elles célèbrent l'amour. Toujours plus bas, toujours plus vite, il sut brusquement avec certitude et avec joie que là-bas, en bas, ils l'attendaient, et qu'ils attendaient aussi l'enfant. Pour la première fois, il entendit quelque chose qu'il reconnut comme étant de la musique. Il entendit des gens chanter. Derrière lui, à travers l'espace et le temps, comme venu de l'endroit qu'il avait quitté, il lui sembla aussi entendre de la musique. Mais peut-être n'était-ce qu'à l'écho.